Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 pour ce nouveau numéro d'une semaine en Afrique. Au sommaire de cette édition, il prône la paix mais prépare la guerre. Sultani Makenga, le chef du M23, a reçu nos équipes dans son fief. 2 semaines de conflit au Mali et ses conséquences pour les populations du Nord. Des centaines de milliers de personnes ont déjà fui les combats. Un Mali bientôt unifié, un espoir. C'est ce que chantent des musiciens maliens à Paris et à Bamako. Et on commence tout de suite avec un entretien rare, celui que Marc Pellerman et Johan Baudin ont réalisé avec Sultani Makenga. Cet homme, c'est le chef militaire du M23, la rébellion de l'Est de la République démocratique du Congo. Ces hommes se sont aujourd'hui retirés de Goma, la capitale du Nord Kivu, mais ils restent aux portes de la ville, les armes à la main. En attendant le verdict des négociations engagées en Ouganda, Sultani Makenga a rencontré notre équipe aux confins de son territoire. Ici, plus un seul uniforme congolais en vue. Le dernier poste de contrôle à la sortie de Goma. C'est le début de la zone des rebelles du M23. Direction plein nord. Leur chef nous a fixé rendez-vous à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda, au village de Shanzu. La rencontre doit avoir lieu sur ce chemin perdu. Soudain, des dizaines d'hommes armés surgissent. Sultani Makenga est sorti de sa tanière. Jusqu'à la prise de Goma, il était colonel. Maintenant, il se fait appeler général. Un seigneur de guerre au repos forcé. Depuis fin décembre, gouvernement congolais et représentants de la rébellion sont en discussion. Nous sommes ici en attendant les négociations. J'espère que ça va bien passer. Tout dépend de Kinshasa. Mais aussi de la communauté internationale. Si des dizaines de bandes armées sévissent dans l'est du Congo, sa troupe est accusée par l'ONU et les États-Unis de meurtre, de viol et de recruter des enfants soldats. Makenga a été placé sous sanctions internationales. La communauté internationale, je pense qu'ils reçoivent les informations qui ne sont pas réelles. Ils reçoivent toujours les informations qui sont fausses en provenance de Kinshasa. Mais s'ils veulent savoir la réalité, ils peuvent le savoir. Ça, c'est faux et archi faux. Devoir un jour peut-être comparaître devant la Cour pénale internationale, l'idée ne l'effraie pas. Il se dit innocent et engage de sa bonne volonté, prêt à livrer un autre baron de la rébellion, le général Bosco Ntaganda, déjà recherché par la CPI. Je ne suis pas la police des Cour pénale internationale, mais s'il vient ici, dans le secteur contre par le M23, je dois l'arrêter. Que veut le M23 ? Officiellement, l'application d'accords qui ont mis fin à une précédente rébellion. Mais pour Kinshasa et les Nations Unies, les mutins sont dirigés, financés et armés par le Rwanda voisin. Makenga nie farouchement être une marionnette de Kigali et préfère évoquer les tentatives du président congolais Joseph Kabila pour l'acheter. Chaque fois qu'il me contacte, il me propose d'argent, des maisons, les grades, les fonctions, c'est ça. C'est l'habitude, oui, l'habitude. Les cadeaux, il se les offre lui-même, comme ce 4x4 flambant neuf raflé à Goma, dans la résidence privée de Joseph Kabila. Le chef rebelle refuse de donner des détails sur ses effectifs, 3000 hommes peut-être. Il dit vouloir la paix, mais il se prépare à un assaut des forces gouvernementales. Il y a des préparatifs partout, on les voit, on les attend, et s'ils osent de le faire, on va se défendre et aller au-delà de Goma. Vous êtes capable d'aller à Kinshasa ? Oui. Marcher sur Kinshasa, Makenga n'en est pas encore là. Pour l'instant, il attend toujours le verdict des négociations, sûr de sa force et protégé par ses montagnes. Le général rebelle disparaît à nouveau dans la brume, prêt à en ressurgir pour conclure la paix ou repartir en guerre. Et nous avons souhaité donner la parole au gouvernement congolais suite à cet entretien. Écoutez Lambert Mende, il est interrogé par Cathy Kataï. Le M23 n'a pas une armée, le M23 n'a pas de combattants. Le M23 se bat avec l'armée d'un pays étranger que nous connaissons bien, qui a été bien étiqueté par les rapports des Nations Unies. C'est ce pays qui a pris Goma et qui leur a demandé de revendiquer. C'est ce pays qui, soumis à une forte pression internationale, leur a demandé de quitter Goma en même temps que lui. Et puisque ce pays se trouve pratiquement ligoté par cette pression internationale, je me demande bien où Makenga va trouver la force et l'énergie, même de marcher sur Goma déjà. Donc je pense que ce sont des mots qui montrent simplement la peur panique
qui s'empare d'un criminel qui voit arriver bientôt le moment où il va devoir être présenté devant ses juges. Direction le Mali à présent, où l'opération Serval est entrée dans sa 2e semaine. Les effectifs français et maliens sont parvenus à stopper l'avancée des islamistes et visent à présent les grandes villes du nord. Une guerre qui pousse les populations civiles à fuir vers le sud. Nos envoyées spéciales Tatiana Mosso et Catherine Norris-Trent ont pu rencontrer une famille de Tombouctou. Elle s'est réfugiée dans la capitale Bamako. Entassée dans cette cour d'une banlieue de Bamako, cette famille a fui le nord du Mali. Un long voyage depuis Tombouctou pour échapper aux djihadistes qui ont pris le nord du pays. Avec la guerre, sa ville est désormais totalement coupée du monde. Tout est arrêté. Il n'y a pas de moyens, les véhicules ne quittent plus, ils n'ont pas accès à la route pour arriver à cause des militaires qui sont en train de chasser les islamistes là. C'est pourquoi on ne peut rien, même un coup de fil on ne peut pas l'avoir. Il n'y a pas de réseau. Ce n'est pas que le conflit qui fait peur aux nordistes. Alpha est arrivé de Tombouctou il y a moins de 2 semaines. Il confirme que les habitants n'ont plus assez à manger. Les denrées sont disponibles. Mais il n'y a pas d'argent pour payer. Sur le plan commerce, sur le plan communication, sur le plan trafic, interroutier, tout. Une ville coupée du monde. C'est valable pour Tombouctou, c'est valable pour Gao. Plusieurs milliers de Maliens ont fui le nord et se retrouvent souvent dans les centres de santé comme celui-ci à Bamako, qui traitent les cas de malnutrition. Certains habitants du nord craignent un risque de famine. L'ONG Action contre la faim avoue qu'ils ont du mal à approvisionner le nord du Mali en nourriture et en médicaments. La majorité des routes pour Gao étant bloquées. On a réussi avant-hier à faire passer quelques cartons contenant des aquatabs, qui sont des produits qui permettent de chlorifier et purifier l'eau. Et on va essayer de faire passer des cartons de produits nutritionnels, parce que voilà, dans une semaine, sinon on n'a plus de stock. Difficile aujourd'hui pour les ONG d'atteindre des villes comme celle de Gao, donc. Le parcours pour acheminer les vivres et les médicaments est semé d'embûches. D'habitude, beaucoup d'approvisionnements venaient d'Algérie pour rejoindre Gao, notamment les approvisionnements en denrées alimentaires comme le riz, ou sinon ça venait de Bamako par cette route. Aujourd'hui, cette route elle est coupée à cause des combats et l'Algérie a fermé sa frontière. Les gens sont extrêmement inquiets face à cette pénurie alimentaire. C'est vraiment le sujet de discussion qui est sur toutes les lèvres à Gao aujourd'hui, plus presque que l'intervention armée. Ce qui les inquiète au jour le jour, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Les médecins ont observé une hausse des symptômes de malnutrition, surtout chez les très jeunes enfants, ce qui pousse les humanitaires à alerter sur une crise alimentaire imminente. Et autre source d'inquiétude pour les populations civiles, elle a été soulevée par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. Des soupçons d'exactions commises sur des habitants dans le centre du pays. Des soldats maliens sont pointés du doigt. Paris appelle à la prudence. Écoutez le ministre de la Défense français, Jean-Yves Le Drian. Il faut être extrêmement vigilant et je compte sur la responsabilité. La France compte, et le président de la République compte sur le sens des responsabilités des cadres de l'armée malienne pour éviter toute exaction. C'est leur honneur qui est en cause. À votre connaissance, il y en a eu aujourd'hui ? Il y a des risques. Et je le dis pour aujourd'hui, mais je le dis aussi pour demain, parce que les Touaregs, sauf ceux qui se sont laissés embrigader par des groupes terroristes que nous condamnons totalement, mais les Touaregs sont nos amis. Un message d'apaisement, c'est aussi ce qu'ont voulu délivrer des artistes maliens, des musiciens qui se sont engagés dans un combat pacifique à Bamako, mais aussi en région parisienne, un combat pour l'unité de leur pays. Mounia Benaïssa. Chanter le rassemblement et la paix. C'est la voie choisie par ces artistes maliens pour faire la guerre aux djihadistes. Près de 40 chanteurs se sont réunis pour une chanson, Maliko, une affaire malienne. Parmi eux, la chanteuse Sadio Sidibé et le joueur de Tamani, Madou Koné. C'est très difficile, on trouve comme ça tout le monde, au même studio, tout le monde est venu comme ça, parce qu'il aime son pays, parce qu'on est dans les crises avec les problèmes du Nord. À 4000 km de là, Montreuil, aussi surnommé Bamako-sur-Seine. On y trouve la plus importante communauté malienne de France et notamment l'un de ses piliers, Salif Keïta.
Au pays, sa voix est considérée comme un trésor national. Alors dans ce foyer malien, il est accueilli en héros. C'est un vrai patriote, Salif. Mais parce qu'il pense qu'au Mali, c'est quelqu'un de bien. C'est pas comme les autres qui sont là-bas. En fait, il est considéré comme un ambassadeur du Mali. C'est un représentant que le Mali a fier de l'avoir. Une fierté pour les Maliens, car Salif Keïta n'est pas seulement une voix, c'est aussi un artiste engagé. Malgré la distance, lui et ses compatriotes suivent de très près la situation au Mali. Le chef de la diplomatie française sera à Abidjan. Les gens qui sont là, mais ils ne sont jamais laissés tomber leur pays. Et donc ils sont concernés par ce qui se passe. C'est comme si c'était à Bamako. Son nouvel album, Salif Keïta l'a voulu plus festif et plus dansant. Une lueur d'optimisme dans une période sombre. Pour rendre hommage au peuple malien. Et c'est la fin de cette semaine en Afrique. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur France 24.